Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Talk. Il sera question dans cette édition de panafricanisme, de terrorisme, mais aussi de l'Institut de l'Afrique des libertés que dirige le docteur Nyamsi Cameroun, Africa. Ouagadougou. Ouagadougou également. Bienvenue, professeur. Merci, mon cher Louis Magloire. Je suis heureux d'être invité dans ce programme dont on me dit qu'il est très écouté. Je salue le grand peuple africain du Togo. Je salue l'Afrique mondiale. Je salue l'ensemble des congressistes du 9e congrès panafricain qui se tient ici en terre bénie du Togo. Donc, comme tu l'as indiqué, depuis ce lundi, le Togo accueille au Palais des Congrès de Lomé le 9e congrès panafricain. Ce n'est que le 9e en 100 ans, en pratiquement un siècle. Absolument. Mais les congrès, en fait, sont des réunions qui ont pour but de faire un bilan et une prospective. Or, bilan, prospective, cela ne peut être fait que quand il y a eu du temps pour l'action. Donc pour moi, ce n'est pas le nombre de congrès qui est important, c'est le nombre de réalisations, des projections des congrès qui est important. J'aimerais qu'on sorte de ce 9e congrès, par exemple, avec un passeport panafricain pour tous les Africains du continent et les Afro-descendants qui le souhaitent, avec une décision collective implémentée par toutes les institutions internationales africaines qui décrète la libre circulation des personnes africaines dans le territoire de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne au moins. C'est une décision qui est à la portée de nos chefs d'État. Et nous n'avons pas besoin d'attendre le retour supposé de Jésus sur terre pour que cela arrive. Donc, moi, je suis venu, avec tous les autres congressistes, porter cette volonté de réalisation. Mais également reconnaître ce qui a été accompli. Parce qu'il faut regarder dialectiquement le monde, mon cher Louis Magloire. Est-ce que vous êtes surpris du choix du Togo pour abriter les travaux de ce 9e congrès panafricain? Non, moi je ne suis pas du tout surpris. Pourquoi? Parce que le Togo se trouve aujourd'hui à mi-chemin entre deux mondes de la géopolitique, non seulement internationale, mais de la géopolitique africaine. Il est à cheval entre le monde de l'AES et le monde de la CEDEAO. Il est à cheval entre le monde unipolaire sous l'hégémonie de l'ordre occidental et le monde multipolaire qui désormais est partagé par la Russie, la Chine, les États des BRICS, les puissances émergentes, le Brésil, les puissances émergentes africaines comme l'Afrique du Sud, ou même, dans une moindre mesure, le Nigeria. Le Togo s'est placé dans cette zone médiane, où l'équilibre des forces se joue, mais c'est également une zone où les plaques tectoniques se frottent. Et tout naturellement, c'est le lieu où, en fait, il fallait débattre de ces questions-là, en croisant les perspectives de l'ancien monde qui s'en va et du nouveau monde qui arrive. Dans votre présentation, je n'ai pas été assez complet parce que j'aurais dû commencer par cela. Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître, L'Impérial Terrorisme. Tout à fait. Votre institut, l'Institut de l'Afrique des libertés, est basé à Bamako. Oui. Au Mali. Et le thème que nous avons retenu pour l'émission de ce jour, c'est le panafricanisme à l'épreuve du terrorisme. Donc, en plein dans le sujet de votre livre. Dans le sujet. Comment est-ce que des pays comme ceux de l'AES, l'Alliance des États du Sahel et le Togo, peuvent faire front dans ce combat? Pour faire front dans ce combat, il faut que tous ces pays s'entendent sur la définition de l'ennemi. Est-ce que le choix de l'idéologie panafricaniste est suffisant? Non, je parle d'abord de la définition de l'ennemi. D'accord. Je parlerai volontiers du panafricanisme après. D'accord. Si on n'est pas au clair sur qui attaque l'Afrique, alors toute stratégie de lutte antiterroriste est condamnée à ne pas être efficace. Alors qui attaque l'Afrique? Et c'est ça le but du livre que moi j'ai écrit et qui a été publié à partir de Bamako, qui circule maintenant dans le monde, qui se commande sur Amazon. Bientôt les librairies de la ville de Lomé en disposeront, comme celles de Bamako, de Ouagadougou ou de Niamey en disposent. Ce que j'ai démontré dans ce livre, justement, c'est que alors qu'on nous a vendu le narratif selon lequel l'Afrique était attaquée au début des années 2000 par des groupes d'extrémistes religieux musulmans qui voudraient imposer un certain islam dit radical aux Africains, les faits prouvent qu'il n'en est rien. Le concept de djihadisme est un voile, un cache-sexe, qui a été jeté sur la réalité d'un immense plan de recolonisation du continent par les puissances occidentales et moyen-orientales qui, depuis 600 ans, précisément, ont pillé nos terres, y compris nos hommes. En fait, le livre rassemble 5 preuves de l'origine clairement occidentale et moyen-orientale des organisations terroristes qui ensanglantent aujourd'hui l'Afrique et qui utilisent tout naturellement des prête-noms
de nature à semer le trouble sur le motif religieux et à déguiser le véritable motif, qui est le motif géopolitique, géostratégique, géoéconomique. Et ces organisations, quelles sont-elles? Al-Qaïda. Je documente la création d'Al-Qaïda dans les années 80, par la CIA américaine. Oussama Ben Laden, le redoutable terroriste, a d'abord été un employé de la CIA américaine. Donc, c'est elle qui a créé cette organisation. La deuxième organisation, l'État islamique, Louis Magloire, l'actuel président américain nous a dit qu'il a créé. Il dit que c'est l'administration Obama et Clinton qui l'a créé. Et on a retrouvé des conflits d'intérêts nets entre Hillary Rodham Clinton et l'État islamique en Syrie, notamment dans l'administration du grand groupe, aujourd'hui en pleine crise judiciaire, Lafarge, le groupe cimentier. Par ailleurs, dans les mails de Mme Hillary Clinton, alors secrétaire d'État aux États-Unis, dans la présidence Obama, on a la conversation entre elle et son conseiller Sidney Blumenthal, révélée par Wikileaks, par un de vos collègues, Julian Assange. Que disent les mails? Il faut tuer Kadhafi, parce que Kadhafi risque de créer une monnaie dinar-or qui risque de supplanter le dollar, l'euro et le CFA. On a des documents officiels déclassifiés en cette année 2025 qui prouvent des paiements directs de l'USAID américaine aux organisations terroristes. On a des sénateurs, des représentants du Parlement américain qui ont ouvertement levé le voile sur ces faits. Donc, le narratif qu'on nous a servi depuis plusieurs années, presque 2 décennies, à savoir que nous étions l'objet d'une guerre, en quelque sorte de réislamisation, ce narratif a été en fait élaboré dans les officines de l'OTAN et de ses alliés au Moyen-Orient pour couvrir la vraie guerre qui nous est livrée. C'est une guerre de prédation de nos ressources stratégiques. Et si vous regardez la carte d'évolution des mouvements terroristes en Afrique, vous verrez que étape 1, saccage de la Libye, le verrou saute. Étape 2, invasion du Sahel. On impose aux États sahéliens d'accepter les armées occidentales dans la lutte antiterroriste. Étape 3, le golfe de Guinée. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire commencent à connaître des événements terroristes. Le Nigeria, le Cameroun, déjà envahi. Étape 4, le bassin du Congo. La République démocratique du Congo est l'objet d'un braconnage absolument impérialiste. Le jeu du M23 appuyé sur le Rwanda et l'Ouganda est un jeu qui est piloté par l'OTAN et l'Union européenne qui achète les minerais congolais auprès du Rwanda qui ne possède pas de minerais dans son sous-sol. Et vous descendez, ce concept de djihadiste a été même amené au Mozambique. On est presque en Afrique du Sud avec le Mozambique. Ils ont attaqué le bassin pétrolier, la région de Cabo Delgado, pour imposer au gouvernement mozambicain de brader son pétrole à leur multinationale. Donc, nous avons, cher Louis Magloire, la preuve que le terrorisme qui ensanglante le continent est une pièce de l'échiquier géopolitique de la recolonisation du continent africain. Et c'est là que le panafricanisme entre en jeu. Quand nous sommes l'objet d'une menace collective, quelle est l'idéologie élaborée par nos plus glorieux ancêtres qui puisse nous permettre de faire face à ce qui nous est opposé? C'est le panafricanisme. Vous pouvez chercher dans toute la panoplie des créations mythopolitiques ou idéologico-politiques africaines, le concept de panafricanité, de panafricanisme, est ce qui nous permet de nous penser comme liés, en quelque sorte, par non seulement une identité civilisationnelle, culturelle, mais liée également par un combat. Parce que la traite négrière nous a tous concernés, indépendamment de nos origines. La colonisation nous a tous concernés, indépendamment de nos origines. Et le mépris, la discrimination raciale contre les Noirs, mais ça ne nous distingue pas de l'Américain noir, de l'Européen noir, de l'Asiatique noir. Donc le panafricanisme est le socle idéologique dans lequel les communautés africaines se pensent comme des communautés de destin amenées à œuvrer ensemble pour résister à des forces qui veulent les annihiler ou les maintenir dans la marge du monde. Panafricanisme et terrorisme. Le panafricanisme est l'antidote au terrorisme. Et c'est cela donc qui a été mis en œuvre dans l'Alliance des États du Sahel. Mais comment on fait pour implémenter le panafricanisme quand à l'intérieur déjà de la CEDEAO, qui était censé être un instrument d'intégration économique, on a une implosion qui donne naissance à l'Alliance des États du Sahel, l'AES? La CEDEAO n'est plus l'instrument d'intégration économique qui a été pensé en 1975 par ses pères fondateurs. Un événement qui a échappé à beaucoup d'observateurs a eu lieu au début des années 90. Exactement en 91, la CEDEAO s'est dotée d'une déclaration appelée la Déclaration des principes politiques. Cette déclaration assortissait la coopération économique entre les États de la CEDEAO à l'adhésion au modèle de la démocratie représentative occidentale.
ce qu'on a appelé la bonne gouvernance, la charte des droits de l'homme. On a créé un corsage à partir duquel, désormais, la CEDEAO se dotait d'un outil, d'une espèce d'outil de puissance, qu'elle peut utiliser de manière très variable, comme on a pu voir, contre les États qui ne sont pas compatibles avec certains intérêts. On se rend compte que le discours de la Bolle de Mitterrand a lieu dans la même période, que la déclaration de principes politiques apparaît à la CEDEAO dans la même période, et que désormais cette CEDEAO devient interventionniste. Que la coopération économique n'est plus le véritable leitmotiv de la CEDEAO, mais que son véritable motif, c'est la rectification des situations politiques dans les États de la sous-région. Voilà comment on se retrouve avec des interventions incongrues de la CEDEAO dans la vie politique interne des États, alors même qu'en 1975, en mai 1975, quand cette organisation était mise en place, le principe de non-agression, de non-recours à la force armée entre les États était marqué à son principe. Or, depuis que la CEDEAO a tourné en une espèce de société militaire privée, au service d'intérêts extérieurs à l'Afrique, comme on l'a vu dans la tentative de détruire le Niger en 2023, cette CEDEAO a affiché le visage du néocolonialisme, le visage du colonialisme et de l'impérialisme. Regardez les déclarations des dirigeants français, avant toutes les crises politiques, quel que soit le pays concerné, déclaration des dirigeants français à propos de ce que la CEDEAO doit faire. Et regardez par la suite les communiqués que la CEDEAO sort, et regardez par la suite les actions que la CEDEAO prend. Dans la dernière séquence historique, on vient de le voir d'une manière absolument incroyable. Il y a à peine 2 semaines, un véritable autocoup d'État a lieu en Guinée-Bissau, où on voit très bien que ceux qui ont pris le pouvoir sont les compagnons de celui qui a fait semblant d'avoir été empêché de reconnaître sa défaite dans les urnes. La CEDEAO n'intervient pas, la CEDEAO protège les putschistes, et quelques temps plus tard, il y a une tentative de coup d'État dans l'État voisin, le Bénin. Et la CEDEAO, cette fois-ci, intervention armée. Mais qui pilote cette organisation pour qu'elle soit, en quelque sorte, dans un interventionnisme à géométrie chercheuse, à géométrie variable? C'est parce que cette organisation n'est pas autonome, elle n'est pas endocentrée, elle n'est pas panafricaine. Les décisions de l'Alliance des États du Sahel sont prises par les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes. Les décisions de la CEDEAO sont ordonnées par les néocolonialistes français. Elles sont alignées sur les positions otaniennes. Et la CEDEAO n'est pas capable de combattre le terrorisme. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se séparer des puissances qui ont créé ces organisations. Le Nigeria, par exemple, patauge dans sa lutte antiterroriste. Mais parce que la hiérarchie militaire nigériane est infiltrée par des officiers de l'OTAN. L'OTAN sait qui a détruit la Libye. L'OTAN sait qui a tué Kadhafi, qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique. L'OTAN sait qui fait ami-ami avec le chef terroriste Ahmed al-Sharar, qui est maintenant le président de la Syrie. L'OTAN sait qui a installé les talibans, Al-Qaïda à la tête de l'Afghanistan. L'OTAN sait que les chefs des organisations terroristes vivent librement dans les pays du Moyen-Orient. Ils se promènent librement au Qatar, ils se promènent librement au Bahreïn, en Arabie, les chefs des organisations qui nous tuent ici en Afrique. L'OTAN le sait. Et donc, regardez bien, tous les pays africains qui continuent à avoir des officiers de l'OTAN dans la hiérarchie de leur armée ne mènent pas efficacement la lutte antiterroriste. Même dans notre Cameroun natal, c'est l'un des problèmes. Pourquoi l'abcès de Boko Haram, qui a été fixé littéralement dans l'extrême nord et le nord du Cameroun, ne bouge pas? Mais parce que la hiérarchie militaire camerounaise est accompagnée de conseillers qui rendent compte aux puissances qui sont les parraines des organisations terroristes. Donc, panafricanisme et terrorisme. Disons que l'Alliance des États du Sahel montre de la cohérence, puisqu'elle a défini l'ennemi. L'ennemi, c'est l'impérialisme occidental qui, déguisé par ses mercenaires d'Al-Qaïda et de l'État islamique, veut l'uranium. Il veut le pétrole, il veut le gaz, il veut l'or à vil prix, exactement comme il le fait au Venezuela maintenant, comme il l'a fait en Irak, comme il l'a fait en Serbie, comme il l'a fait en Libye, comme il l'a fait partout. À travers le XXe siècle, des guerres illégales, mais qui sont des guerres de pillage, comme il le fait au Congo depuis 25 ans. C'est le même ennemi, l'impérial terrorisme occidental, avec ses alliés moyen-orientaux. Le panafricanisme, c'est de dire la vérité. Ensuite, c'est de mutualiser les moyens militaires. D'abord, comme le fait l'Alliance des États du Sahel, en créant une interarmée, une armée commune. Le travail ensuite qu'il faut faire, c'est uniformiser les pratiques juridiques et politiques, donc se rapprocher de l'État confédéral et fédéral, parce que vous ne pouvez pas combattre efficacement l'ennemi commun si vous n'êtes pas vous-même en cohésion et en intégration avancée.
Il y a un grand sommet qui se prépare au Mali, du 22 au 23 décembre prochain. Moi, je l'appelle symboliquement le sommet de l'albinos noir. Les dirigeants de l'AES marchent à pas forcés, ils marchent avec vigueur vers une intégration forte de leur espace. Ils se mutualisent pour faire face au blocus artificiel du carburant qui a été fait au Mali. Ils se mutualisent pour combattre l'ennemi quand l'ennemi leur impose un rapport de force asymétrique. Ils se mutualisent pour le renseignement militaire. Et ils se mutualisent pour fonder une banque d'investissement commune. Potentiellement, ils sont en train de se mutualiser pour se doter d'une monnaie commune. Mais le panafricanisme a son laboratoire dans l'Alliance des États du Sahel. Mais le Togo, le pays qui a accueilli ce congrès, pourquoi ce pays a-t-il vu la visite des 3 ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et qui ont activement à l'occasion de ce congrès. À l'occasion de ce congrès. Oui. Mais parce que ces pays savent que l'actuelle direction politique du Togo, incarnée par le président du Conseil fort et Sozimna Nyasimbe, a décidé de ne pas jouer le jeu de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elle a décidé de laisser, au nom du droit international, le port de Lomé ouvert aux pays frères sans littoral. Parce que le plan était d'asphyxier le Niger, le Mali et le Burkina. Est-ce que le corridor Lomé, Ouagadougou, Niamey reste à l'ordre du jour? Il est une priorité vitale. Je l'appelle le Y mystique de la libération africaine. L'intégration Togo-AES est une condition essentielle du désenclavement permanent de l'Alliance des États du Sahel. Et les actes qui ont été posés ne sont pas superflus. Ce sont des actes qui se traduisent par des effets positifs pour toutes les parties. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un cofinancement Mais bien sûr, à la fois des pays du Sahel et du Togo? C'est ce qu'ils doivent faire. Les États ont certes des amis, les États africains s'appellent frères, mais il y a les intérêts. Bien sûr. Je suis sûr que les administrations respectives de ces pays vont négocier la péréquation de leurs intérêts. Mais c'est l'Afrique qui gagne. Si le port de Lomé est ce à partir de quoi on fait respirer les importations et les exportations du Mali, du Burkina Faso et du Niger, mais qui gagne? Les populations de tous ces pays et de toute la sous-région. Rendez-vous compte qu'à l'intérieur de la CEDEAO, le taux de circulation interne des marchandises était à peine de 5% selon plusieurs de mes renseignements. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont abandonné l'économie, qui était le fondement de l'Alliance en 1975, pour se focaliser sur l'ingérence politique, pour se focaliser sur la manipulation politique. Et du coup, ils sont incapables de lutter contre le terrorisme. L'AES est capable de lutter contre le terrorisme, pas la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est sous le contrôle de l'impérial terrorisme. Alors moi, je fonde un très grand espoir sur la détermination des pays de l'AES, la détermination du Togo, la détermination de leurs amis et alliés du monde multipolaire pour désenclaver la sous-région ouest-africaine. Et ça va se poursuivre chez nous, en Afrique centrale. Ça doit se poursuivre. Une alliance des peuples africains doit émerger pour impulser comme l'AES la situation dans notre sous-région d'Afrique centrale. Mais quel type de rapports aujourd'hui peuvent être entretenus entre les pays de l'AES d'une part, les pays comme le Bénin, les pays comme le Nigeria, oui, qui est quand même la plus grande puissance économique de... Moi, je commence par dire toujours, lui ma gloire, qu'il faut d'abord poser le fait que nos peuples sont les mêmes peuples africains. Oui. La question des rapports entre nous est une question même qui peut paraître, on va dire, artificielle, dans la mesure où nous vivons ensemble depuis longtemps, depuis des millénaires. Mais il y a le fait de l'État colonial, tracé par les Occidentaux. Il y a le fait que chacun de ces États a une administration et qu'il faut mettre en place les bases d'une coopération. Moi, je voudrais d'abord qu'on parte du principe que les peuples africains, eux, ils doivent être libres de circuler entre tous les pays africains. D'où, pour moi, cette proposition phare, le passeport panafricain, certains l'ont appelé le passeport black, ou le black passport. Il faut donner aux Africains la liberté de circuler partout chez eux. Il faut que l'Alliance des États du Sahel, il faut que la CEDEAO même, l'Union africaine, lâche la bride qu'ils ont mise aux peuples africains, la bride du nationalisme, on va dire, juridique. Alors, ça, c'est le premier point. Laisser les peuples œuvrer ensemble. Les peuples savent ce qu'ils ont à faire ensemble depuis la nuit des temps. Faciliter tout naturellement les moyens de circulation. Il faut qu'on améliore les routes internationales africaines. Il faut qu'on améliore les hubs aéroportuaires internationaux, qu'on améliore les ports, qu'on fasse baisser les prix et les coûts pour que les gens circulent librement. Ça, c'est le premier devoir. Si les dirigeants de la CEDEAO et ceux de l'AES ont encore une once en commun d'amour pour l'Afrique,
Ils doivent impulser ce processus d'ouverture des frontières pour les populations. Maintenant, il y a deux problèmes qui viennent ensuite. L'AES ne peut coopérer militairement qu'avec des pays qui n'ont pas les officiers de l'ennemi dans leur hiérarchie militaire. Mais il ne peut pas y avoir de coopération militaire entre deux pays qui n'ont pas le même ennemi. Parce que quand vous n'avez pas le même ennemi, le problème c'est que votre coopération va tourner à la trahison. Imaginez que le Mali, le Burkina, le Niger mènent des opérations contre des terroristes, je ne sais pas, dans la région des trois frontières, la région du Liptako-Gourma, et qu'il faille coopérer avec la Côte d'Ivoire pour ces opérations. Or, l'armée ivoirienne est remplie d'officiers de l'OTAN, qui ont même un QG à l'état-major de l'armée ivoirienne. Or, c'est l'OTAN qui a saccagé la Libye. Les gens oublient toujours, ils font semblant d'oublier. C'est l'OTAN qui a massacré Kadhafi, c'est l'OTAN qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique. Nicolas Sarkozy l'a fait, on sait maintenant pourquoi. Parce qu'il avait volé de l'argent libyen et qu'il ne voulait pas qu'on le sache. Il a tué son donateur, son bienfaiteur pour tout ça. On sait pourquoi ils l'ont fait. Donc, comment voulez-vous que, sur le plan militaire, il y ait une coopération sincère, véridique, une coopération solidaire, fraternelle, entre les armées de l'AES et celles de la CEDEAO, alors que la CEDEAO n'est pas encore, pour ainsi dire, libérée de l'emprise de l'ennemi? Sur le plan militaire, c'est compliqué. Très compliqué. Mais ça le sera encore plus pour les populations, parce que s'il n'y a plus libre circulation entre les ressortissants de l'AES et les ressortissants de la CEDEAO, il faudrait bien établir des visas. Moi, je constate que le principe de la libre circulation, nous devons vraiment le mettre à l'écart de la politique. Il faut appeler, au niveau de l'Union africaine, de tout ce qui nous reste d'institutions, il faut appeler à mettre fin à l'enchaînement des Africains. Les frontières nationales, les passeports nationaux que nous avons, pour ceux qui les ont, moi, mon passeport camerounais, le président Biya a ordonné qu'on ne me le donne pas. Donc je n'ai pas de passeport camerounais depuis pratiquement maintenant une dizaine d'années, malgré toutes mes demandes répétées. Mais écoutez, nos passeports nationaux sont des chaînes que nous nous sommes infligés. Et même les dirigeants africains ont intérêt à ce que leurs enfants soient libres de circuler partout en Afrique. Donc il faut que cette question soit débarrassée des présupposés politiques et qu'on la regarde simplement comme une facilité de vie qui va augmenter le potentiel d'interaction économique, culturelle et humaine. Parce que de toutes les façons, les peuples font tout pour se rencontrer, ils se débrouillent pour se rencontrer. Est-ce que les pays de l'AES, par exemple, sont prêts à accepter que tous les ressortissants africains entrent dans leur territoire rien qu'avec un passeport sans besoin d'un visa? Non, le Burkina Faso a ouvert le bal. Le Burkina Faso a dit que tout Africain qui veut entrer dans son territoire est le bienvenu. Tout ce qu'il a à faire, c'est signaler son désir d'entrer dans le territoire. C'est la moindre des mesures de sécurité. Quand on parle de la libre circulation des personnes, tant que les normes ne sont pas adoptées par tous les États, il faut maintenir au moins le principe du contrôle de celui qui entre et de celui qui sort. Mais si tous les pays africains permettait que le visa, le passeport panafricain fonctionne, il ne serait plus nécessaire de faire un visa, justement. Mais entre les pays qui ont accepté le passeport panafricain, la circulation peut se faire sans visa, puisque la personne vient comme national africain dans un pays qui fait partie de l'espace panafricain. Donc, moi je pense que tout ça peut se faire avec intelligence, sans vraiment acrimonie. Ce n'est pas un règlement de compte que de libérer les Africains des chaînes. La carte de l'Afrique, là, quand on la regarde avec sa cinquantaine d'États, c'est la carte des chaînes qui nous enchaîne. Nos nationalités individuelles, là, issues du tracé colonial britannique, anglais, portugais, nos nationalités sont des chaînes. Nous sommes des Africains et la plus grande puissance mondiale, ce sera l'Afrique lorsque les Africains seront libres de circuler chez eux. Et comment on fait? Comment est-ce que vous percevez la contribution du Togo aujourd'hui dans la lutte non seulement pour désenclaver les pays du Sahel, mais surtout pour permettre au panafricanisme de renaître de ses cendres? Moi, je pense que les dirigeants togolais ont eu le nez creux. Ils ont senti de quel côté souffle le vent. Ils ont bien vu dans quelle direction va l'histoire. L'histoire va vers l'intégration panafricaine et la plus grande idéologie pour cela, c'est le panafricanisme. Mais il y a une deuxième raison, à mon avis, pour laquelle les dirigeants togolais se sont engagés dans ce renouvellement du thème panafricaniste avec raison. La plupart de nos pays, pas seulement le Togo, mais regardons le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils sont paralysés par des tensions politiques à fondement ethnique. La plupart de nos pays. D'ailleurs, la démocratie multipartite des années 90 a été presque réinterprétée partout en démocratie multipartito-ethnique.
démocratie multiethnique. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Parce que même quand un processus électoral s'est fait de manière très claire, il y en a qui refusent que le pouvoir soit exercé par quelqu'un qui n'est pas de leur ethnie. Et l'Afrique est bloquée avec cette fameuse démocratie que Fabien Ebousi-Boulaga, le grand philosophe du Cameroun, appelait la démocratie de transit. Alors, la grande question qu'on doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui peut permettre à l'ensemble des pays africains qui sont bloqués par cette pseudo-démocratie qui n'a marché nulle part, même pas là où on nous présentait des vitrines, le Bénin, le Sénégal, même le Ghana, même l'Afrique du Sud, ce sont des démocraties bloquées. Et il y a des mécanismes d'émancipation des populations qui ont été éteints à cause de ce jeu, avec un système politique qui a été pensé par les autres pour nous. Par où on peut sortir? C'est connu dans la vie, comme dans la pratique des choses, que quand on a un problème sur un certain plan, et qu'on ne trouve pas la solution sur ce plan, il faut élever le niveau. C'est ce que j'appelle le principe de la pyramide. Il faut monter un peu. Alors, nous avons un problème parce que nous sommes encore pris dans le piège de la conscience tribale, la conscience ethnique, la conscience régionale, la conscience religieuse. Nous sommes bloqués dedans. Dans notre Cameroun natal, par exemple, voilà, il y a le nordiste, il y a le Bami, il y a le Bassa, il y a le Sawa, il y a le Betiboulou, il y a l'Anglo. On a fabriqué des enclos. Et les gens sont dedans. Ils ont beau faire, ils pensent politique en essayant toujours de voir si leur enclos peut bien fonctionner. Mais c'est la même situation au Togo, c'est la situation en Côte d'Ivoire, c'est la situation au Sénégal, c'est la situation au Tchad. Les gens sont dans des enclos. Alors, est-ce que de l'intérieur des enclos, on peut résoudre le problème, c'est-à-dire le blocage de la réconciliation nationale dans l'ordre politique interne? Ma réponse est non. Il faut élever le plan. Et alors, essayer de nous regarder comme des frères et sœurs de la même communauté civilisationnelle, pratiquement de Dakar jusqu'à Pretoria. Nous sommes des Africains. Nous sommes héritiers de la grande civilisation multimillénaire dont le moment négro-égyptien de 4000 à 5000 ans a été le phare, révélé par les travaux scientifiques de Cheikh Anta Diop et de ses héritiers. Si nous nous regardions comme ça, lui ma gloire, mais c'est terminé. On ne va pas aller à la compétition politique dans le but d'imposer quelqu'un parce qu'il est de telle ethnie ou de telle région. On va aller à la compétition politique pour imposer celui qui peut réaliser le mieux nos aspirations les plus légitimes. Donc, en fait, c'est cette éducation politique qui est l'un des objectifs de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Nous faire comprendre que si nous nous regardons comme des Africains, nous aurons déjà fait l'acte 1 de la révolution. Nous regarder comme une communauté humaine qui est destinée à vivre ensemble et à mourir ensemble. Et donc, qui devrait s'organiser à tout le mieux pour que chacun ait sa place. L'Afrique est vide. L'Afrique est sous-peuplée. Et elle est riche de millions, de dizaines de millions de terres arables et cultivables. Elle est remplie de matières premières stratégiques. L'Afrique a une diaspora intellectuelle faite de compétences extraordinaires. Mais nous n'avons pas encore réussi à fédérer toutes ces énergies parce que nous sommes prisonniers des nationalités héritées de la colonisation et nous sommes prisonniers des ethnies exacerbées par le tribalisme d'État, le tribalisme d'opposition et même en quelque sorte simplement le crétinisme mental. Dernière question pour terminer. Nous avons à peu près 30 secondes pour y répondre. Aujourd'hui, la plupart des militaires pensent qu'ils sont la solution aux différents blocages que vous avez décrits assez brillamment. Selon vous, est-ce qu'il n'y a que la voie militaire pour sortir des enclos? Dans la situation actuelle de l'Afrique, dont nous avons parlé au début de l'émission, l'Afrique en proie à l'impérial terrorisme, il est nécessaire que la fonction militaire soit en réalité en avance dans le terrain politique. Parce que c'est sur le plan militaire que se prennent les décisions qui réorientent le destin de la nation. Si nous sortions de la période de l'emprise, de l'impérial terrorisme, je suis sûr qu'il ne serait plus nécessaire qu'il y ait une espèce de primauté, mais tactique et même stratégique du militaire sur le politique dans la situation qui est la nôtre. Si nous continuons d'être attaqués comme nous sommes, mais c'est les guerriers qui dirigent en temps de guerre. Ce sont les guerriers qui dirigent en temps de guerre. Et il faut que les guerriers soient des sages. Et il faut que les sages soient des guerriers lorsque nous sommes attaqués. Mais si nous sortions du temps de guerre et que nous allions vers un temps de paix juste, de paix prospère, il va de soi que toutes les corporations de la société peuvent aspirer à l'exercice du pouvoir. Mais il nous faut repenser notre système politique, réfléchir au problème de l'alternance, par exemple, en politique. Comment nous, Africains, nous nous approprions cela? Nous avons, par exemple, la fameuse querelle des mandats. Comment on s'approprie cela? De quelle façon on peut éviter de retrouver la paralysie qui retarde aujourd'hui les aspirations de nos peuples livrés à la violence, à la misère, à l'injustice et au doute envers leurs propres valeurs?
j'affirme la nécessité d'un panafricanisme de proximité. Il faut que nous nous soucions de nous-mêmes. Parce que si nous nous respectons, nous nous soignons nous-mêmes, le monde entier nous respectera et nous soignera. Merci beaucoup, professeur. Niamsi wa Cameroun, wa Africa et désormais wa Togo également. Wa Togo, wa Africa. Merci beaucoup. Merci, je rappelle le titre de votre dernier livre, L'impérial terrorisme, publié à travers l'Institut de l'Afrique des libertés que vous dirigez et qui est basé à Bamako, au Mali. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup. Et j'étais très heureux de découvrir cette formidable chaîne. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Merci à vous de nous avoir regardés. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À très bientôt.